Hello et bienvenue sur la chaîne Fille Expat, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes qui ont fait le choix de tenter une nouvelle vie à l'étranger. Je suis Kelly Barichello et je suis partie seule m'installer aux États-Unis puis au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Que tu sois déjà expatriée / immigrée ou tout simplement curieuse de savoir comment est la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, ce podcast est fait pour toi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, j'échange avec mes invités sur leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées mais aussi les moments forts. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre au mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Fille Expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go! Bonjour à toi et comme toujours, ravie de te retrouver pour un nouvel épisode. Avant de laisser la parole à mon invité, j'aimerais faire un petit clin d'œil à Nuno, qui est un fidèle auditeur du podcast. Et oui, j'ai bien dit auditeur, car même si je donne la parole qu'à des femmes, ces témoignages sont là pour inspirer tous les genres. Bref, Nuno et moi, on échange souvent sur Instagram et récemment, nous avons échangé sur leur regard, un peu, ou beaucoup, critiqueur des Français lorsqu'ils arrivent à l'étranger. Il me disait donc que ça serait vraiment intéressant d'en faire un épisode. Et voilà, comme je ne peux pas lui tendre le micro, malheureusement, c'est un homme. Je suis donc allée à la recherche d'une femme qui a accepté d'échanger avec moi sur ce sujet. Mais Nuno, on pense fort à toi. Et pour rappel, cet épisode, c'est notre point de vue à nous, moi et mon invité. Donc libre à toi d'être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on va dire, mais s'il te plaît, sois d'accord d'accepter que nous sommes libres d'exprimer notre point de vue. Allez, cher invité, à ton tour de prendre la parole. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter à Nuno et aux autres auditrices et auditeurs du podcast en commençant par ton prénom, ton âge et la ville d'où tu nous parles actuellement? Bonjour à tous, moi je suis Caroline, j'ai 35 ans, je vous parle depuis les Philippines, mais je vis à Singapour. Exactement, elle prend du temps pendant son road trip aux Philippines alors qu'elle est en vacances. Donc Caroline, un grand merci. Il est 8h du matin et elle est là avec nous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Du coup, comme on a déjà un épisode de Singapour avec Betty, le numéro 55, si je ne dis pas de bêtises, j'ai décidé de te faire un petit vrai ou faux sur les Philippines. Ah, c'est parti. Est-ce que tu es prête? Oui, je garantis pas d'avoir des bonnes réponses parce que c'est pas là où je réside, mais allons-y. Alors, question numéro 1, la position du drapeau indique si le pays est en guerre. C'est-à-dire? Donc, en fonction de comment ils placent leur drapeau, quand tu vas dans la rue ou je ne sais pas où, en fonction de comment ils positionnent, ça définit si oui ou non ils sont en guerre. Ah, peut-être, mais là ils sont pas en guerre, donc ça veut dire que je vois comment il est quand ils sont pas en guerre. Mais écoute, c'est vrai. Et s'ils le mettent à l'envers, Ok. donc, si je me trompe pas, le bleu est en haut et le rouge est en bas. Oui, c'est ça. Donc, Oui, je pense que c'est s'ils ça. le upside down, Ah, ils inversent. Ok, d'accord. voilà. Donc, petite Bon. info du jour. Donc là c'est bleu, c'est bon, ils sont pas en guerre. C'est bon. Tu es correct. Deuxième question. Les Philippines seraient le premier pourvoyeur d'infirmières au monde. Vrai. Bravo. Alors là, Oui. je vais faire mon petit texte que j'ai trouvé sur Internet parce que j'ai trouvé ce fact super intéressant. D'ailleurs, s'il y a des infirmières qui nous écoutent, on vous fait des gros bisous. Moi, je suis infirmière. Eh ben, je ne savais même pas. C'est pour ça que ça, je le sais. C'est pour vous dire à quel point je connais mes invités avant de les interroger. Bon, on reviendra à tout ça. Mais du coup, la raison pour laquelle j'ai posé cette question, c'est que j'ai lu, c'était super intéressant, que depuis 1994, il y a plus de 100 000 infirmières qui ont quitté le pays, destination les États-Unis, le Royaume-Uni et le Moyen-Orient principalement. Leurs qualifications sont très reconnues. Le pays est apprécié pour le bon niveau d'enseignement médical dispensé en anglais, l'une des 2 langues officielles du pays du coup. Et tout le monde semble s'y retrouver. Les autorités philippines accueillent avec un grand sourire les retours colossaux d'argent envoyés par leurs immigrants, estimés à plus de 2 milliards d'euros par an quand même. Et donc, c'est infirmières et docteurs confondus. Et les pays occidentaux commencent à combler leurs immenses besoins d'infirmières qui a doublé dernièrement à cause du vieillissement de la population. Et l'Europe occidentale, à elle seule, aurait besoin de 50 000 infirmières étrangères par an, le double pour les États-Unis. Waouh. Ah, ça, pour les États-Unis, je savais pas, mais. Ouais, j'ai trouvé vraiment que c'était un fact très, très intéressant. Donc, bah, écoute, toi qui es infirmière, bravo à toi. Oui. Enfin, il y a beaucoup d'autres métiers aussi qui sont très reconnaissables. Mais alors, le vôtre, bravo. Je pourrais pas, moi. Vu du sang, déjà, ça va pas. Alors, Ma fille non plus, elle me dit, je sais pas comment tu fais, maman. troisième question. On trouve du ketchup fait avec de la mangue. Ah, j'ai pas goûté. Oh, ça m'étonnerait pas. Franchement, ça m'étonnerait pas, mais. Alors, c'est j'ai faux. pas goûté. Ah, C'est ok. faux. C'est fait avec de la banane. Ah, d'accord. Ok. Bon, je vais goûter. Je te dirai.
Tu as 3 semaines pour goûter et me donner des nouvelles. Et j'aimerais bien une photo de toi en train de goûter, s'il te plaît, que je puisse repartager en Ça marche. story au moment où Ok, l'épisode sortira. C'est ta petite mission. d'accord. Bonjour Kelly, bonjour les auditeurs, c'est moi Caroline depuis Palawan aux Philippines. Je suis venue passer quelques semaines en road trip avec ma famille. Comme promis Kelly, je te fais un feedback sur le banana ketchup ou le ketchup à la banane, qui est donc une institution ici aux Philippines. Il a été créé en fait avant la Seconde Guerre mondiale quand les Américains sont venus ici aux Philippines. Ils désespéraient de ne pas trouver de ketchup, donc les Filipinos ont eu la brillante idée d'inventer un ketchup à base de bananes, d'épices et de concentré de tomates, qui est, je dois dire, assez surprenant, tellement c'est ressemblant. Il est, à mon goût, légèrement moins sucré que le ketchup classique, mais d'apparence et en goût, je reconnais que c'est à s'y méprendre. Eh ben, écoute, merci d'avoir joué le jeu des questions vraies ou faux. Maintenant, je vais te laisser te présenter. Alors, parce que toi, tu es quand même une serial expat. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière, même de Théo de 35 ans, moi qui pensais qu'elle était beaucoup plus âgée que ça. D'où tu viens, comment tu as grandi, etc. etc. Alors, donc moi, je suis originaire de Montpellier, dans le sud de la France. J'ai grandi avec toute ma famille autour de moi. On est une famille espagnole. Et je suis partie en fait avec mon mari. À l'époque, on n'était pas mariés. On s'est rencontrés au lycée. Donc, on a fait nos études ensemble. Et ensuite, lui, pour son boulot, on lui a proposé de partir au Liban. Et donc, je lui ai dit, bah oui, bien sûr, il faut que tu acceptes. Il est parti au Liban. Je l'ai rejoint quelques mois après. Et là, on est resté 3 ans. Donc, entre-temps, on s'est mariés parce que bon, c'était dans les plans. Mais le fait de vivre à l'étranger, c'était plus simple pour les papiers, enfin, en termes de visa, pour moi, pour tout le monde. Et ensuite, on a eu notre fille. On est parti ensuite au Maroc. Mon fils est arrivé pendant qu'on était au Maroc. Et ensuite, on est resté 3 ans. Et ensuite, on est parti en Indonésie. On est resté 4 ans. Et là, depuis presque 2 ans, on est à Singapour. Pas d'enfants en Indonésie ni à Singapour. Non, non. On a eu un chat, on a eu des oiseaux, mais non, ça y est, c'est fini. La famille s'est agrandie, mais différemment. Tu m'avais dit que tu alternais entre prof et infirmière, c'est ça? Voilà. Alors en fait, prof, moi je suis infirmière de formation, donc c'est les études que j'ai faites en France et c'est mon métier de cœur, de choix. Et prof, je l'ai fait en fait parce que dans tous les pays, c'est pas toujours évident de pouvoir travailler, surtout en tant qu'infirmière avec des enfants, parce que c'est des horaires un peu difficiles. Moi, mon mari, pour son travail, il voyage énormément. Donc, comme on n'a pas de famille, c'est à côté, je peux compter en gros sur personne pour garder mes enfants. Donc, parfois, j'ai commencé en fait à donner des cours à des personnes comme ça. Et puis, c'est ça qui est chouette et qui est hyper enrichissant, je trouve, dans notre style de vie. C'est que les gens te laissent quand même, une chance, même si t'es pas forcément diplômé. Ils se disent, OK, c'est pas grave, t'as fait ça, t'as de l'expérience, tu sais parler telle langue, tu sais faire ça. OK, on y va. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Donc là, maintenant, à Singapour, je travaille dans une école singapourienne en tant que prof de français. Et je gère les langues européennes, ce qu'ils appellent. Donc, allemand, anglais, espagnol, portugais et français. Quand tu dis que tu gères, tu peux délivrer tout ce genre de cours? Non. Alors moi, je peux faire français, espagnol. Après, allemand, je parle pas, mais je suis chargée de recruter des profs d'allemand, espagnol, je le fais pas. J'ai les mêmes élèves qui font plusieurs langues. L'école a une politique où c'est un prof pour une langue. Donc, je peux pas faire les deux. Mais je suis en charge de recruter des gens et de gérer les emplois du temps de ces personnes quand on les trouve. Mais j'adore. Mais tu sais qu'on avait fait un épisode, j'ai fait un épisode justement avec Marie-Caroline qui était conjoint suiveur également. Et elle disait, et d'un côté, c'est vrai qu'on a, enfin déjà, moi, je déteste, je sais pas si tu as écouté l'épisode déjà, mais je déteste ce terme de conjoint. Oui. On est d'accord. Et moi, je trouve ça justement trop cool parce que toi, tu as saisi cette opportunité de te dire, moi, je vais tester d'autres choses parce que là, infirmière prof, on est d'accord qu'on n'est pas du tout sur le même thème. Mais ce qui est cool, c'est que tu as une prof qui est infirmière. Alors ça, franchement, tes enfants, ils sont bien en sécurité. À l'école, s'il leur arrive quelque chose, ils ont l'infirmière sur place. C'est quand même incroyable. Mais bravo à toi d'avoir su rebondir à chaque expatriation. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du Liban? Tu te souviens un peu des premiers ressentis lorsque tu es arrivé au Liban? Alors nous, au Liban, mon premier ressenti, avant d'y aller y vivre, on y était allé en vacances. On avait eu l'opportunité d'y aller en vacances. Donc ma première impression, je vais te la donner plus au niveau de quand je suis arrivée pour les vacances.
Moi, c'est un pays qui m'a complètement scotché dans le sens où j'étais pas habituée à cette espèce de tolérance en fait entre les gens qui sont très différents les uns des autres. Ça va être en termes plus de religion, mais je me suis dit cette cohabitation entre les différentes religions. Je me suis dit ah ouais, c'est une harmonie fragile. On le sent, on le sait, mais il y a de l'harmonie et les gens sont très 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 ouverts d'esprit. Donc moi vraiment, ce qui m'a scotché au Liban, c'est le peuple, vraiment. Et ensuite, quand tu es Ouais. arrivé au Maroc, est-ce que tu as retrouvé un peu Pas du tout, c'est pas du tout la même chose. Là, au Maroc, alors il y a une diversité en termes de, je sais pas, enfin, d'ethnie où il y a différentes. Il y a les Amazirs, il y a les Berbères du Sud, il y a ceux qui sont plus, arabes, on va dire. Donc il y a, si tu veux, des faciès et des types très différents. Mais après, il y a la langue est commune. Chacun peut parler après son dialecte en fonction de sa région. Mais non, après, la majorité de la population est musulmane. Donc après, je pense qu'il y a des gens qui sont pas forcément croyants, mais ils sont nés de familles musulmanes. Et il n'y a pas d'autre religion qui soit reconnue au niveau de l'État. Hein. Ouais. Donc, alors qu'au Liban, ce qui était chouette, c'est que on avait les fêtes chrétiennes, donc on faisait Noël, on faisait Pâques, on faisait les fêtes musulmanes. Et donc après, chez les musulmans, il y a différentes, selon si t'es sunnite ou chiite. Donc il y avait la fête de l'Aïd, mais après il y a des petites fêtes qui sont différentes en fonction des sunnites et des chiites. Pareil chez les chrétiens, si tu es maronite ou orthodoxe. Donc il y a les grandes fêtes. Et après, il y a des petites nuances et d'autres fêtes qui sont fêtées aussi. Je trouve ça trop bien. Est-ce que toi, tu te souviens, parce que là, au moment de l'enregistrement, on est en fin d'année 2022, toi, tu sortiras en 2023 cet épisode, mais est-ce que tu te souviens, on est en plein dans le calendrier de l'Avent où je demande à toutes mes invitées, est-ce qu'il y a une chose qui t'a quand même surpris lorsque tu es arrivé en dehors de cet aspect-là, où tu as dû quand même t'adapter parce que c'était différent de ce que tu avais l'habitude en France? C'est tout bête, mais par exemple, au Liban, les gens, c'est une expression qu'ils ont dans la vie, et ils disent, quand tu rencontres les gens, quand on se voit, on se dit, en arabe, ils te disent, OK, je te rappelle demain. Mais en fait, je te rappelle demain, c'est pas qu'ils vont te rappeler forcément. Donc moi, je l'ai pris quand je suis arrivée au pied de la lettre. Et je me disais, mais mince alors. Et donc le lendemain, j'attends le fameux appel qui n'arrive jamais. Et je disais à mon mari, je dis, écoute, elle m'a dit qu'elle me rappelait, elle me rappelle pas. Il me dit, appelle-la. Je dis, non, elle m'a dit qu'elle allait m'appeler. Je veux pas faire, je vais pas faire comme si, tu vois, j'attendais que ça. Et sauf qu'en fait, c'est une façon on se voit demain, tu vois, on se voit demain, je t'appelle demain, c'est tout demain, mais ça n'arrive pas forcément. Donc, moi, au début, je me suis trouvée comme ça, à attendre. Mais c'est trop drôle. Mais tu sais, c'est un peu comme l'expression en anglais quand il dit see you later. Oui, on se voit plus ça tard. encore, ouais, mais en français, on l'a, nous aussi, on peut le dire à plus tard ou à bientôt. Nous, ça serait plutôt à bientôt. Donc, on sait que c'est qu'on se reverra, mais on n'a pas défini de temps. Là, on te dit demain. Donc, moi, demain, c'est demain. Enfin... Inch'Allah, demain peut-être. Ouais, alors Inch'Allah, ça, je l'ai plus découvert au Maroc. Mais ils le disent aussi au Liban, mais au Maroc, c'est vraiment à toutes les sauces. Donc ça j'avais intégré. Mais le demain, tu dis pas demain, sinon on se dit, OK, à plus tard. Excellent. Donc, du coup, tu es passé du Liban, ensuite du Maroc en Indonésie. Ouais. Alors là, tu pars encore dans ce autre. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a surprise lorsque tu es arrivée en Indonésie? Alors, les auditeurs le verront pas forcément, mais tu as vu que j'ai des cheveux très, très bouclés. On voit mes cheveux avant de me voir moi. Et en Indonésie, j'ai adoré. Enfin, au début, j'ai été surprise, mais j'ai adoré cette espèce de naïveté en fait. Enfin, il me voyait et il me disait oh là là, t'es comme dans les films. Et donc, les gens. Je marchais dans la rue et les gens venaient me toucher les cheveux. Ouais, je vous informe. Et ils te demandent même pas. Je vous informe qu'elle a des boucles absolument magnifiques. C'est d'ailleurs la première truc que je t'ai dit quand t'es arrivée en ville. Mais c'est le premier truc qu'on voit, en fait. Et en dehors de ça, dans le quotidien, est-ce que tu te souviens de quelque chose qui peut-être, sur le coup, t'a un peu déstabilisé? Alors, la notion du temps. Alors, je vais peut-être généraliser, mais en Asie, de manière générale, le rapport au temps est différent. Mais en Indonésie, c'est sûr qu'il est clairement différent. Eux, ils ont le temps. En fait, ils prennent le temps. C'est pas du tout des gens, un peuple qui va être dans le rush comme nous. Et puis c'est des gens qui disent jamais non. Tu sais, en Asie, les gens ils préfèrent te dire, par exemple, quand tu demandes ta direction, ils te disent oui. Au lieu de te dire je ne sais pas, ils vont te dire tu continues tout droit et tu tournes à droite. Et donc toi, tu vas les écouter. Et en fait, c'est pas vrai. Et donc au début, tu apprends quoi, tu te trompes et puis tu dis non bon. Et maintenant, tu repères comment on appelle ça, les codes. C'est-à-dire que quand on commence à te dire peut-être, là ça y est, tu es sûr que
Ok, merci. Et tu passes au prochain. Oh, je trouve ça trop mignon qu'ils osent pas dire. Ouais, mais Ouais. c'est fou. Tu dis ils osent pas dire non et ils ont la notion du temps et ils sont pas pressés. C'est Ah, ouais. Et en fait, vraiment, moi, enfin, ça, je peux le dire, ça a vraiment changé. C'est quelque chose, tu vois, je pense que chaque pays t'apporte quelque chose. Et ça, ce rapport au temps, moi, il m'a changé. trop La bien. patience, ça t'apprend la patience. Ouais, parce que j'ai envie de dire à Singapour, j'ai l'impression que c'est totalement l'opposé. Ou C'est juste. pas pareil. Non, c'est pas la même chose. Mais tu vois, par exemple, là, on est arrivé aux Philippines avant-hier. On avait un vol qui était prévu à 15h15. Donc, nous, on arrive, je suis avec ma belle-sœur, on a 5 enfants. Donc, on s'est dit, on va arriver vachement à l'avance pour, pas être des boulets. Et on est arrivé 2h30 à l'avance. Et en fait, on est arrivé et la dame, donc, notre vol est affiché à 15h15. Et l'hôtesse qui nous donne notre billet, je regarde le billet, je dis, mais le boarding, il est à 5h30. Elle me dit, oui, ils ont changé. Je dis, mais c'est pas marqué. Elle me sourit, elle me dit, sorry, ma'am. Et donc, on est arrivé, on est parti pour décoller finalement à 18h15. On est parti, il était 20h30. Et personne, j'ai dit, mais en France, ça aurait été la révolution. Les gens auraient dit un remboursement, non, non, non. Et là, les gens, ils étaient assis et voilà, il y avait des gens qui nous voyaient avec nos enfants. Ils rigolaient, ils nous ont dit, bah, venez, on va boire un verre, on va manger. Ils nous ont amené, donc, du coup, la compagnie nous a fourni comme des McDo, en fait. Enfin, tu sais, de la nourriture. Nos enfants étaient ravis. Et voilà, et on a attendu. Mais moi, Et on savait pas si on allait partir ou pas, mais oui, oui, même, on va partir, on va partir. On peut pas te dire à quelle heure on attend. tu sais, il y en a qui nous écoutent et ils doivent se dire, moi, j'aurais pas pu avec des enfants, etc. Mais moi, j'ai appris un truc aussi en vivant à l'étranger. Et c'est vrai que je dois avouer que je prends quand même souvent l'avion. Oh mon Dieu, ça m'a appris la résilience. Complètement. Mais Et ça, c'est sûr. ça te facilite tellement la vie parce qu'au final, là, tu stresses pas, tu vois, tu es là, de toute Ouais. façon, tu vas stresser, râler, tu pourras pas changer la situation, ça changera pas la situation. Exactement, exactement. Et c'est ce qu'ils disent, en fait. Et puis, on s'en remet à la volonté aussi, divine, parce que, c'est comme ça, de toute façon, tu vas rien changer. T'énerver, en tout cas, par exemple, pour l'Indonésie, en Asie en général, mais c'est très malvenu de s'énerver parce qu'en fait, tu perds la face. Tu perds toute crédibilité parce que tu n'es pas dans le contrôle. Bah, carrément. Donc, ça sert à rien. Moi, je trouve ça trop bien. Mais c'est vrai que ça peut être super déstabilisant. Nous qui avons Complètement. grandi dans une culture où quand même, on râle tout le temps, on se plaint tout le temps, Ouais. Non, non, mais c'est vrai. on s'énerve, on fait la grève, etc., etc. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai aussi demandé de prendre le micro aujourd'hui parce que justement, je trouvais super intéressant. Donc, je savais qu'elle avait vécu dans ces pays-là. On en a quand même un petit peu parlé offline. Mais du coup, moi, je t'avoue un truc qui me saoule vraiment d'entendre. Parce que du coup, je vois souvent des Français arriver, etc., que ce soit des jeunes, des moins jeunes. Et en fait, je comprends que quand on arrive, on a un regard critique, c'est évident, puisqu'on sort d'un pays qu'on a connu, c'est notre référence, et on va arriver quelque part. Et encore, moi, je te parle des États-Unis, du Canada, bon, ça reste qu'ils ont quand même aussi leur propre spécificité. Mais en fait, moi, ce qui Oui. me dérange d'entendre, et je vais le dire ouvertement, c'est des phrases du style mais c'est nul ça, ou c'est bizarre, je trouve ça chelou, mais c'est vraiment trop con qu'ils ont décidé de faire ça. Je trouve que c'est en fait un jugement qui est très négatif, qui est pas constructif, qui a pas d'intérêt. Et je me dis, en fait, c'est toi qui décides de venir dans le pays. Tu dis que tu es ouvert d'esprit, que tu as envie de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle expérience. Mais du coup, viens avec cette attitude, en fait, de découvrir. Et pour moi, je pense C'est ça. qu'on pourrait très bien tout simplement dire, tu peux dire, tiens, c'est une façon différente de faire. Comparé à la France, à la limite, tu peux dire ça, c'est une façon différente de faire. Je suis pas certaine que je pourrais facilement m'adapter à ça. Ou... Tu vois, en fait, c'est juste les phrases, je pense, la tournure des phrases ou comment les choses sont dites parfois. Moi, je t'avoue que ça me saoule un peu parce que je Oui. me dis, Non, non, mais en fait, pourquoi t'es venu, quoi? exactement. Alors, moi, je vais prendre l'exemple de l'Indonésie, là, où tu vois, il y avait. Alors, en Indonésie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pays laïque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion au niveau de l'État, mais c'est le pays où il y a le plus grand nombre de musulmans au monde. Donc, qui dit musulman dit mosquée. Qui dit mosquée dit appel à la prière. Et en fait, tu as des gens qui arrivent qui se sont littéralement pas renseignés. Donc moi, je n'ai pas, enfin, j'étais expat dans les années 2010. Enfin, j'ai commencé à partir de France dans les années 2010. Il y avait Internet, mais même avant, il y avait des livres. Enfin, tu partais quelque part. Moi, je me souviens les premiers voyages, on achetait un guide du routard ou je sais pas, on allait chercher un livre à la bibliothèque sur le pays dans lequel on allait. Les gens arrivent, ils ne savent pas, enfin, ou ils savent à moitié, ou ils n'ont pas notion en fait que c'est aussi présent dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'en Indonésie, tu as à chaque coin de rue, tu as un petit, ce qu'ils appellent masjid, donc une petite mosquée, et l'appel à la prière. Et moi, j'ai entendu des gens, donc quand on fait avec la communauté française, dire
des gens qui arrivaient, qui disaient, oh là là, mais comment vous avez fait pour trouver votre maison? Alors, je dis, bah, on est passé par un agent. Pourquoi? Oui, oui, non, c'est pas ça ma question. C'est comment vous avez fait pour trouver une maison où il n'y avait pas de mosquée? Je dis, bah, ça, on n'a pas fait, en fait, parce qu'il y en a partout. Non, mais comment tu fais? Tu entends ce bruit? Comment il crie? Comment ça, il crie? Dans la mosquée? Ah, tu veux dire l'appel à la prière? Ben oui, mais comment ils font 5 fois par jour? Mais en fait, c'est comme ça que les gens vivent. Tu dis, mais tu t'as pas lu un petit peu avant d'arriver, je sais pas, ou ta boîte, la boîte de ton mari, t'as pas un petit peu briefé, ou je sais pas, enfin, vous êtes pas venu en voyage de reconnaissance, je sais pas, n'importe quoi. Et les gens arrivent et ils sont complètement, en fait, ils tombent des nues. Ils pensaient pas que c'était comme ça. Ah ouais, mais alors, ils sont très pratiques, hein? Bah oui. Mais c'est incroyable. Attends, tu sais quoi? En direct, là, pendant que tu es en train de discuter, là, j'ai tapé sur Google, du coup, les choses à savoir qui sont différentes de la France en Indonésie, tu vois. Je me suis dit, juste par curiosité. Donc là, je suis sur le site Le Petit Journal, que en général, Oui, j'adore. oui. Ouais. Et donc déjà, Tes tu copines vois, à moi. c'est vrai, tu les connais? Ouais, oui. Excellent. Eh ben, dédicace à elle alors si elle nous écoute. Et ben tu vois là déjà ils te le disent tout de suite, le rapport au travail, la hiérarchie, les rapports sociaux. Je vais pas tout lire parce que sinon ça va me prendre tout l'épisode du podcast. Et c'était ça aussi que j'avais envie de discuter avec toi aujourd'hui, c'est que forcément on va arriver quelque part, que ce soit pour des raisons professionnelles, personnelles, peu importe la raison, de Mhm. partir à l'étranger, que ce soit en voyage ou en expatriation, immigration, peu importe. Mais en fait, c'est ouais, aller juste tout simplement sur Google en fait et juste taper, lire des blogs. Maintenant, écouter des podcasts. Fille expat, hein, on a quand Oui, même plus de 60 exactement. pays. Enfin, c'est des choses, tu vois, là, si quelqu'un écoute ton épisode, ils sauront que, effectivement, en Indonésie, il y aura l'appel à la prière. Et c'est OK, renseignez-vous parce qu'en fait, partir à l'étranger, c'est pas seulement, tiens, je vais checker un truc de ma to-do list sur la vie, des expériences de vie que j'ai envie d'expérimenter. Il faut s'adapter, il faut être ouvert d'esprit, etc., etc. Et c'est tellement simple de nos jours de se renseigner quand même. Mais exactement. Mais en fait, moi, tu vois, ce qui m'agace en fait un petit peu, c'est cette vision. Alors, c'est pas que française, je vais dire plutôt Mhm. occidentale du monde, en pensant que nous, on arrive. Et en fait, moi, c'est une vision un petit peu ce que je t'avais expliqué que je trouve colonialiste dans le sens où moi, j'arrive. En fait, ma façon de vivre, c'est la meilleure. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'il faudrait vivre. Et donc, toi qui vis pas comme moi, tu es dans l'erreur. Sincèrement, il y en a beaucoup. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a surprise, mais bon, d'un point de vue désagréable, bien sûr. Mais j'ai été vachement surprise. Moi, j'avais dans ma tête, tu vois, je suis partie, j'avais même pas 25 ans, et je suis partie en me disant, bah, les gens sont comme moi, ils sont ouverts. Enfin, on a vraiment une soif de découvrir, d'aventure. Non, pas du tout. Est-ce que tu penses que c'est une question générationnelle d'âge ou Non, parce que tu as des jeunes qui sont comme ça et au contraire, moi j'ai rencontré des gens qui ont vécu quasiment toute leur vie à l'étranger et qui sont ouverts d'esprit. Après, ce que je pense, c'est qu'il y a des pays ou des régions, on va dire, du monde, t'ouvrent plus les yeux sur certaines choses et change ta vision un petit peu, ton paradigme en fait. Carrément. Et puis moi, je trouve que Ouais, c'est OK d'aller tester, tu vois, parce que des fois, on ne sait pas si est-ce qu'on va s'adapter bien ou sûr. pas, tu vois. Là, Ouais. je me souviens récemment, Victoire me partageait qu'en Jordanie, sur les routes, c'était pas facile. Ouais. Et elle me disait, bon, bah, j'ai fini par m'y adapter. C'est possible qu'une personne n'ait pas envie enfin, n'y arrive pas, en fait, parce que là, du coup, Bien c'est sûr, la exactement. C'est sécurité, c'est au-delà de tes limites. exactement. Et c'est à Bien chaque fois sûr. ce que je dis, c'est que quand tu vas vivre dans un pays, tu vas tester. Tu testes et c'est OK de dire, bah, en fait, moi, ça, c'est dans mes valeurs ou dans ma façon d'être, j'y arrive pas. Mais c'est OK de le dire de Mhm. façon, tu vois, je trouve que c'est plus constructif de dire, mais punaise, c'est vraiment con ça, pourquoi ils ont fait ça? Moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est quand j'arrive dans un pays, je me dis, écoute, il faut pas que tu aies d'attente. Il faut pas que je pense que plus on a d'attentes ou d'idées préconçues, plus on est déçu. En fait, il faut arriver, on est un peu comme, comme une page blanche. Alors, on n'est pas Carrément. une page blanche parce qu'on a tout nos bagages, mais un peu comme une page blanche et tu dis, là, je vais écrire une histoire de ma vie. Je sais que nous, en plus, on sait que c'est un temps limité. Prends ce qu'il y a à prendre. De toute façon, il y aura, quoi qu'il arrive, il y aura du positif. Il y aura plein de choses qui vont être difficiles. Nous, par exemple, au Liban, oui, il y a les coupures d'électricité en permanence. Moi, à l'époque où j'y vivais, on avait 8 heures d'électricité par l'électricité du Liban, donc c'est l'équivalent de EDF ou Engie maintenant en France. Et le reste, il fallait avoir un générateur. Bah ouais, mais moi j'ai donné le bain à la bougie à ma fille parce que quand même le générateur il marche pas, donc tu le sais, 18 heures au moment du bain, je préparais mes bougies. Et voilà, on a pris le bain à la bougie, on a fait plein de dîners à la chandelle avec mon mari. Et il faut pas se dire oh là là ouais bon ben comment je vais faire. C'est pas grave, on s'adapte en fait. Et je pense que c'est la magie de l'être humain, c'est cette capacité à s'adapter. Faut juste être
OK de la faire émerger, sortir de soi. C'est ce que j'allais dire parce que tu vois, je connais des personnes qui, en fait, ils sont tellement restés bloqués sur le «mais ça, je trouve ça trop nul» ou «je trouve ça trop con» que du coup, en fait, ils arrivent pas à s'y adapter parce qu'ils partent déjà d'un jugement négatif et c'est ça, en fait, il faut Exactement. être un peu plus, positif. Tu vois, Mmh. récemment, j'ai même posté, une story, par rapport aux tips, tu sais, les pourboires en Amérique du Nord Oui. qui sont jamais inclus sur la facture. «Mais oui, mais c'est nul, pourquoi ils incluent pas?» mais juste moi, C'est nul. personnellement, c'est juste que déjà leur système, il est différent. Les serveurs, ils sont pas payés au même tarif horaire qu'en Europe. Donc du coup, il faut qu'ils délivrent un bon service. Plus ils délivrent un bon service, plus ils ont de tips et donc c'est comme ça qu'ils se font leur salaire. Est-ce que c'est vraiment une si mauvaise idée? Je suis pas si sûre parce qu'au final, Mais non, moi j'ai mais non, toujours mais un en plus super service. c'est ça, exactement, j'allais dire, ça oblige le serveur, en fait, à délivrer un bon service et puis, en fait, c'est bien, tu as le choix, en fait. Si tu dis: «Ah lui, il est génial» ou elle est géniale», je vais lui donner lui, en fait, il était bon, pas bien, donc je lui donnerai le minimum syndical, comme on dirait chez nous. Exactement et finalement, tu vois, au Tu as final, le ça choix. arrive pas souvent, quoi, donc exactement et c'est ça que je dis. En fait, là, tu as le choix de choisir Et ouais, comment tu dépenses ton argent. exactement. Non, moi, je trouve ça bien. Personnellement, je trouve ça très bien. Après voilà, c'est le truc, c'est que c'est juste qu'il faut s'y adapter. Tu vois, c'est comme ici au Canada et aux États-Unis aussi d'ailleurs, c'est très réputé que si quelqu'un et ça pour les Français, je pense que c'est très déstabilisant. D'ailleurs, je m'excuse pour tous les auditrices belges ou suisses qui nous écoutent, qui sont francophones. C'est vrai que je parle beaucoup de la France, mais du coup, on est françaises. Mais je pense à vous, hein, vraiment. Mais du coup, tout ça pour dire que, tu sais, nous, quand on invite des gens à venir manger à la maison, on leur demande pas de ramener à manger ou de ramener de l'alcool ou quoi que ce soit. On va le faire, on va peut-être ramener une bouteille de vin, des fleurs, et cetera, histoire de pas venir les mains vides, mais c'est pas obligatoire. Ici, c'est en quelque sorte obligatoire. Déjà, l'alcool coûte super cher, donc Ouais, chacun ramène son alcool et boit son alcool. d'accord. OK. Donc si moi j'ouvre une bouteille de vin et je te dis: «Tiens, Caroline, est-ce que tu voudrais du vin rouge?» Tu peux dire oui, mais il faut pas que tu ailles la prendre. Si je t'ai pas invité à le faire, tu le fais pas. Ah d'accord, OK. Voilà et puis C'est la si, tienne, OK. ouais, si je t'invite à manger, OK. logiquement, toi, tu me réponds: «Avec grand plaisir, qu'est-ce que je pourrais ramener?» Et donc là, je vais te dire: «Bah, ça serait cool que tu ramènes le dessert» ou «Ça serait cool que tu ramènes la salade» ou tu vois? Parce qu'en général, tout le monde participe, c'est un peu comme un espèce de potluck. Bien ou Ouais. pas bien, tu vois? C'est une différence, Ouais, ouais, mais oui. du coup, c'est des petits trucs qu'il faut vraiment se renseigner parce que moi, je me souviens, je m'étais pas renseignée quand je suis arrivée aux États-Unis et c'est vrai que j'étais un peu choquée, tu vois? Genre, déjà, je faisais l'apéro, ils savent pas c'est quoi l'apéro, donc eux, ils arrivent, Pour ils ça, en je pense que c'est très français. c'est ça, ils vont te servir dans ton frigo, tu te dis: «Mais qu'est-ce que tu fais dans mon frigo? Je t'ai pas demandé d'aller te servir». Ah ouais. Ah oui, carrément! Mais moi, je trouve qu'à l'époque, j'avais pas de podcast, il y avait pas l'internet, ça Ah valait non, la peine de sortir, enfin, tu vois? Maintenant, c'est au ça. jour d'aujourd'hui, s'il vous plaît, si vous nous écoutez, peu importe où vous êtes, un minimum de renseignements de partir et un minimum d'ouverture d'esprit. C'est OK de pas apprécier les choses que vous découvrez, mais il y a une façon de dire les choses et d'interpréter les choses parce que ça peut être quand même, assez rageux, quoi. Et en fait, ça sert à rien d'être dans le jugement parce qu'en fait, c'est leur façon de vivre. Donc, toi, tu vas pas changer les choses et donc on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. C'est comme ça, en fait. C'est clair, c'est C'est un comme ça. fait et toi, tu es là, tu fais avec. Donc pour revenir un peu justement sur le regard critique, est-ce que tu penses que c'est propre aux Français qui arrivent dans un nouveau pays? Ou est-ce que tu penses que c'est un peu toutes les cultures, peu importe le pays d'où tu viens, où on a systématiquement un regard assez négatif lorsqu'on arrive dans un nouveau pays qui est différent du sien? Non, alors je pense que c'est plus lié à ton expérience. Alors déjà, ce que je disais au début, comment tu arrives, l'état d'esprit. L'état d'esprit, il est fondamental. Et après, c'est plus en fonction ouais, d'où tu viens. Et par exemple, quelqu'un qui arrive en Asie, qui a déjà eu une expérience en Amérique du Sud ou en Afrique, son regard, il va pas être le même. Je pense qu'il a déjà vécu ce changement de vision du monde et d'adaptation, parce que c'est d'adaptabilité plutôt, parce que ça a déjà changé sa façon de voir les choses et de vivre par rapport à l'Europe. Quelqu'un qui arrive d'expatriation des États-Unis, c'est pas la même. Enfin, clairement, il a pas le même regard. Il a pas. Je pense que on a, quand on va vivre aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, on a un changement de culture, mais c'est pas un choc. En fait, c'est passer la phase de choc culturel, je pense. Non, mais c'est vrai. Donc toi, tu penses qu'une fois qu'on a passé le choc culturel, après, il y a tout qui passe? Non, il y a des gens pour qui ça, ils y arrivent et d'autres qui n'y arrivent pas. Ah, ils y arrivent pas du tout, ça, Et c'est pas non, il y possible. a des gens qui n'y arrivent pas. Non, non, il y a des gens qui n'y arrivent pas. C'est pas possible.
Mhm. Je pense et tant mieux, on n'est pas tous faits pour aller vivre ailleurs. Mais il y en a, ils insistent quand même, parce que je me souviens en avoir croisé quelques-unes. J'étais punaise, mais je comprends pas, parce que tu insistes. Tu veux Ouais, toujours faire une tartiflette en plein hiver, mais c'est pas possible. ouais, alors ça, oui, bah, pour trouver ce qu'on veut en tant que Français, c'est pas toujours évident. Hein. Donc, à Singapour, on trouve, moyennant le prix, on trouve toujours. En Indonésie, c'est déjà plus compliqué, clairement. C'est Et clair. puis, tout ne marche pas. Parce que là, avec l'humidité, tu peux pas faire des macarons. J'ai essayé une fois, ça prend pas. Et mais tu sais, c'est comme Anne-Fleur, elle me disait, elle est à Denver, et ben avec l'altitude, elle est Oui, obligée de changer tous ses temps de cuisson, en fait. exactement. Mais là, c'est pareil. Ton Mm. temps de pause, par exemple, si tu fais du pain ou quelque chose, les yaourts, parce que nous, en Indonésie, on faisait nos yaourts, nous, parce que je trouvais pas quelque chose qui était adapté à nos goûts. Bah oui, c'est pas le même que quand ma cousine, elle fait ses yaourts en France. Moi, je trouve ça génial. Ça te fait tester des petits trucs. Ça met un petit peu de piment comme ça dans nos vies. Allez! Ouais. Alors, c'est un peu décevant pour les enfants parce que tu arrives, tu dis, ah ben non, ça marche pas, le yaourt n'a pas pris, ou Désolée, les gars, donc ce il faut soir, recommencer, ça sera demain. ce sera des fruits ce soir. Je C'est ça. t'appelle demain. Tu veux leur dire ça? Je t'appelle demain si j'ai réussi. D'ailleurs, tes enfants, Ouais. ça va? Ils gèrent bien ces petits changements de pays à chaque fois? Écoute, pour l'instant, ça va. Après, je pense que ils connaissent que ça parce qu'ils sont nés au fur et à mesure de nos changements. Donc, pour l'instant, ça va. Après, je sais, pour avoir discuté avec plein d'autres personnes, je sais qu'arriver à l'adolescence, ça peut être plus compliqué. Mais moi, j'ai ma belle-sœur aussi qui vit à l'étranger. Donc là, celle avec qui je suis actuellement aux Philippines, elle a une ado de 15 ans. Pour elle, ça marche bien, mais les phases de changement sont difficiles. Oui, donc ça, c'est bien. En plus, toi, tu fais une expatriation en famille Oui, c'est ça. et vous vous entendez bien en plus. Super. Non, et puis là, en fait, depuis cette année, on est dans la même zone. Parce qu'on s'est pas vu pendant 3 ans. Elle était en Amérique centrale et là, elle est venue nous rejoindre en Asie. Vachement plus pratique pour aller au C'est niveau ça. décalage horaire. Exactement. Trop bien. Et d'ailleurs, on parlait un peu offline par rapport au mot aussi expat. Alors, c'est vrai que moi, j'emploie Oui. très, très, très souvent. Il faudrait que j'en fasse un épisode à part entière du mot expatrié parce que du coup, j'ai appelé le podcast Fille Expat. Et c'est vrai qu'on me fait souvent la remarque que voilà, les expats, c'est le blanc, tu Oui. vois, qui part, etc., Bien qui a sûr. le contrat, etc. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis jamais partie en contrat d'expat. Hein. Je suis toujours partie avec un contrat local. Et c'est vrai que j'emploie peut-être mal le mot expat, mais quand tu regardes la définition, c'est quelqu'un qui a quitté son pays. Moi, même si aujourd'hui, maintenant, je suis franco-canadienne, j'ai du mal à... Oui, je suis immigrée parce que j'ai dealé avec l'immigration pendant des années. Je deal d'ailleurs encore aujourd'hui avec eux. C'est ça. Mais d'un côté, pour moi, j'ai l'impression que le mot, et corrige-moi si je me trompe, j'ai l'impression que pour moi, le mot immigré, ça veut dire que je sais que je rentrerai plus jamais dans mon pays, alors qu'en fait, j'ai du mal à accepter ce fait, en fait. Pour moi, c'est juste qu'en employant le mot expat, je me donne la possibilité qu'un jour, je vais peut-être rentrer en France et qu'en fait, pour moi, je vis un peu partout. Tu vois, maintenant, je dis même, j'ai envie de dire que je suis l'habitante du monde parce qu'en fait, j'en ai Oui. tellement marre qu'on nous demande tout le temps nos plans futurs. Enfin, tu vois, non, pour l'instant, je On suis sait pas. ici. Voilà, demain, je sais pas. Et c'est pour ça que peut-être que je préfère le mot expat à immigré, parce que pour moi, le mot expat, j'ai l'impression qu'il m'ouvre à plus de possibilités pour le futur. D'accord. Alors que pour moi, le mot immigré, c'est plus j'étais dans. Et encore une fois, je me trompe peut-être. J'ai jamais, enfin moi, la langue française, ça n'a jamais été ma meilleure amie. Mais pour moi, une personne immigrée, c'est une personne qui vivait dans un pays qui était quand même difficile à vivre et qui, du coup, a dû pratiquement faire le choix de le quitter et qui, du D'accord. coup, a accepté le fait qu'ils allaient quitter ce pays pour aller vivre une autre vie ailleurs. Moi, j'ai du mal à me considérer dans cette démarche-là parce que du coup, je me dis, je peux pas dire ça de la France, tu vois, même si là, je critique un peu les Français, etc. Ça n'empêche que ça reste un beau pays. Et je sais pas, peut-être que j'y retournerai, en fait. Alors, moi, enfin, pour répondre à ta question, moi, je me considère pas expat parce que expat, pour moi, l'expatriation, c'est vraiment un contrat que les sociétés donnent Mmh. avec plus ou moins d'avantages. Voilà, comme je t'avais dit, quand on va faire nos visas, où qu'on soit dans le monde, on va pas au ministère ou au service de l'expatriation, on va au service de l'immigration. Mmh. Donc, moi, je pense, enfin, nous, on se considère plus comme des migrants qui bougeons tous les 3 4 ans, mais enfin, je pense qu'on est des migrants. Pour moi, alors je pense que j'ai pas de problème avec ça parce que je suis issue d'une famille d'immigrés et comme beaucoup d'immigrés, ils sont venus là parce que bah c'était pas, enfin en Espagne, et ils étaient pas, il y avait la guerre, et c'était la guerre civile. Je pense que comme tout le monde, ils se sont dit bah on va partir le temps que ça se calme.
Ben, sauf que après, tu as tes enfants qui sont là, qui grandissent, qui tu prends la nationalité. Ben voilà, après, c'est difficile. Et moi, je me trouve actuellement dans cette situation. Je me souviens de conversations que j'avais avec ma grand-mère qui me disait, ah là, tu vois, j'arrive à un moment où j'aimerais retourner en Espagne, mais je pense que elle a plus les codes, en fait, de vivre en Espagne. L'Espagne a changé. C'était il y a 40 ou 50 ans qu'elle était partie. Donc, c'était différent. Ben là, moi, tu vois, ça fait plus de 10 ans qu'on est parti. Et c'est pareil, je commence à me dire que j'ai plus les codes en France. Ça devient, il y a plein de choses qui ont changé et je me dis, ah oui, bah, il y a des choses qui ont changé. Bien ou pas bien, c'est pas le Non, sujet. c'est pas la Mais question. c'est plus de te trouver, voilà, c'est plus de te trouver en phase et te dire, oh, ah ouais, en fait, et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui le disent, quand on retourne en France, c'est vraiment la rapatriation. Enfin, c'est très difficile. C'est comme un changement de pays à lui-même. Je pense que c'est même encore plus compliqué parce que justement, tu te dis, je retourne chez moi, hein, je fais des guillemets. Ouais, bien Mais sûr. en fait, c'est encore pire parce que du coup, tu le prépares encore moins. Et je trouve qu'il est encore plus compliqué. Et en plus, toi, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que quand tu as quitté la France, tu n'avais même pas d'enfant, tu n'étais pas maman. Ouais. Donc, les codes, les choses que tu as observées à l'époque, ce qu'on a, notre regard, en plus, on a le même âge, moi, à 25 ans, et le regard que j'ai aujourd'hui, mais il a absolument rien à voir. Donc, forcément, Exactement. aujourd'hui, quand je rentre en France, c'est complètement différent, en fait. Ouais, Mais et alors moi, ça va même des différences en fait au niveau de l'éducation des enfants. Alors pourtant, j'ai grandi en France, je suis allée à l'école française, et pourtant avec certaines personnes, je me dis ah oui, mais on voit pas les choses de la même façon et on met pas les points, les accents au même endroit en fait. c'est fou ça. Mais là, tu sais, en échangeant avec toi, c'est marrant parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois parce que du fait qu'on me reproche. D'ailleurs, merci d'accepter d'en passer dans Fille Expat, du coup, toi qui te considères pas comme une expat. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, moi, à chaque fois, je dis, j'aimerais bien qu'on nous crée un troisième mot, en fait, parce que j'ai l'impression que chaque mot a une connotation. Et ben, en fait, moi, j'ai envie de dire, on est des nomades, parce que du coup, on peut. Ouais, c'est ça. Tu vois, on est des Oui, voilà. nomades, ou je sais pas. Mais après, je pense que les gens ne veulent pas dire en français, en tout cas, immigrés, parce que la France a eu des vagues d'immigration et que ça a toujours une connotation un petit peu négative. C'est des gens, comme tu On disais, en revient. qui quittent leur pays en se disant, parce que c'est ou la guerre ou des difficultés, quelles qu'elles soient. Et je pense que voilà, on l'associe à ça et on veut pas se le dire pour soi-même. Alors que expat, c'est plus fun, c'est plus frais, je sais pas comment dire. Tu as clairement raison. Et moi, je suis tombée dans le piège, oui et non, mais clairement. En fait, moi, quand j'ai lancé le nom du podcast, je cherchais juste quelque chose de court et qui explique, tu vois, facilement ce que ça représente, en fait. Donc, bon. Il faudrait inventer ce troisième mot. Je vais y réfléchir. J'ai pas encore fait le dépôt de marque. Peut-être que j'ai encore. Mais non, si je dois changer tout le branding, non merci, ça va être beaucoup trop de taf. Mais écoute, je vais te poser mes petites questions de la fin. Alors, avant que je te les pose, est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais aimé qu'on aborde ensemble aujourd'hui? Non, je pense que la sémantique, c'était important. Ouais, le communautarisme, peut-être communautarisme et réseau, peut-être, tu vois, je sais pas comment en parler, mais oui, c'est vrai qu'on a tendance à dire, nous, en France, les Français de l'étranger, c'est un réseau, le réseau de l'Alliance française, le réseau AEFE des écoles, des établissements à l'étranger. Je sais pas si en France, on serait d'accord qu'il y ait, je sais pas, le réseau marocain, africain. Je pense que ce serait vraiment vécu pas bien du tout, avec une connotation très négative. Clairement. On appelle ça d'ailleurs du communautarisme. On considère les migrants en France, quand ils restent, les gens vont vivre dans le même quartier, vont avoir leur propre boutique pour retrouver. Mais en fait, ce que nous, on est très content d'avoir quand on a notre petit beurre président. Désolée, je cite des marques, mais qu'on a notre petite crème fraîche et tout ça, on est hyper content de la trouver. Et on va juger ça comme du communautarisme en France quand un tel va vouloir tel produit de son pays d'origine pour faire sa recette pendant sa fête, sa célébration. C'est du communautarisme. Non, mais tu as clairement raison. Je pense qu'on a du mal à accepter que pour vivre dans un pays qui est riche, moi, je pense qu'il faut avoir différentes cultures, différentes personnalités, et c'est ça qui va rendre le pays encore plus riche. Et c'est vrai qu'on a peut-être encore un petit peu mal là-dessus. Donc oui, ça peut prêter clairement à débat. J'en suis consciente. Mais moi, comme je le dis, je vis à l'étranger. Donc c'est clairement pour moi, s'il y a des étrangers qui vivent en France, je trouve ça parfaitement normal.
Et c'est ça. En fait, tu regardes l'histoire de l'humanité, ça n'a été que ça. C'est que des mouvements de population qui font qu'à un moment, bah oui, ça dure plus ou moins dans le temps. Et c'est comme ça. Et chacun apporte sa petite pierre à l'édifice au niveau culturel. Carrément. Donc oui, la France d'il y a 50 ans, elle sera pas la même pour nos enfants ou nos petits-enfants. Il faut accepter, mais le monde change et le monde évolue. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui le rend intéressant. Bien sûr. Et À c'est ça, lire. exactement. Et c'est ça qui est riche et qui fait que, ben, en allant vers d'autres horizons, on s'enrichit, en fait. Bah, écoute, merci beaucoup. Bah, du coup, aujourd'hui, si tu pouvais te passer un petit message quand tu avais 25 ans et que tu t'apprêtais à partir au Liban, qu'est-ce que tu te Oh dirais? non, bah, je me dirais, vas-y, fonce, tu vas voir, ça va être génial. Et mon seul regret, c'est de me dire, j'ai l'impression de pas en avoir profité assez. Donc, je me dirais, surtout, chaque rencontre, chaque expérience, vis-la à fond. C'est ça. Tu sais que j'ai vu un post passer tout à l'heure sur Facebook, parce que je suis dans pas mal de groupes d'expatriés, de ou immigrés ou pas, Ouais. pardon, dans pas mal de groupes de nomades ou de Français à l'étranger, on va appeler ça comme ça. Et j'ai vu un post d'une personne qui disait, ça fait depuis, bah, alors elle m'a dit depuis septembre et ça fait on est au mois de décembre, que je suis dans cette ville et que j'ai toujours rien visité, j'ai toujours rencontré personne. Je me dis: «Waouh! Comment c'est Ah possible?» bah, Oh. alors en plus, je veux dire, quand on part au début, tu vois, enfin moi, pour faire le parallèle avec mon expérience, nous on est arrivé à Singapour en plein Covid, donc il y avait pas tout ce qui était divertissement, tout ce qu'on pouvait faire via les réseaux de l'école, de migrants, d'expatriés, de Français, tout ça, ça n'existait pas. Enfin, tout était à l'arrêt. Et justement, je pense que mon expérience, tu vois, elle a changé par rapport aux autres expériences à l'étranger. C'est qu'en fait, cette énergie qu'on a au début, cette soif de découvrir, parce qu'en fait, on a une attitude, un mindset qui est très particulier. Et quand on le fait pas dès le début, ben, parce que c'est là où, en fait, tu vas construire tes bases avec telle ou telle personne, tes habitudes, les Mmh. habitudes que tu peux avoir dans un pays, parce qu'en fait, quoi qu'on en dise, après, on a nos petites habitudes, on a notre petite routine. Et ben, si tu le fais pas dès le début, je me demande, est-ce que tu y arriveras après? Parce que nous, pour être arrivés à Singapour en plein Covid, il n'y avait pas tout ça. Et tu vois, je trouve que c'est l'expatriation qui a eu le plus de mal à démarrer. L'expérience, en tout cas, ou avec laquelle on a eu le plus de mal à développer du réseau, à se sentir chez nous, clairement. Ouais. Donc non, il faut dès le début, je pense que c'est vraiment ça, cette énergie qu'il faut mettre. Tu sais, c'est tout bête, hein, mais moi, là, cet hiver, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Parce que justement, c'est aussi un de mes petits regrets, c'est que des fois, bah, après, bon, moi, je suis seule. Donc, c'est vrai que des fois, pour se motiver à faire des choses seule, c'est un petit peu plus compliqué, hein. C'est sûr. Et au final, tu te dis: «Mais en fait, j'ai raté des opportunités de découvrir des paysages, de faire des activités juste parce que j'étais seule et c'est dommage». Et là, je me suis dit: «Il est hors de question que ça se reproduise, en fait. Il faut pas vivre de regrets, donc je vais pas reproduire la même erreur une deuxième fois». Et là, je Bien sûr. compte profiter à fond de l'hiver, même s'il va être rude, c'est pas grave, mais j'ai envie de faire des choses et je vais arrêter de pleurer sur mon sort du fait que je suis seule. Non, je vais sortir, je vais faire des choses et je pense que tu as totalement raison. Est-ce que les choses à Singapour se sont un petit peu arrangées depuis quand même? Ou c'est un peu en Oui, non, non, maintenant ça va beaucoup mieux. Mais enfin nous, on est arrivé en mai 2021. On a fait 21 jours de quarantaine avec les enfants. mmh, C'était compliqué. On est sortis, on n'avait pas le droit d'être plus de deux. Donc même avec nos enfants, on pouvait pas marcher dans la rue à quatre. Au restaurant, on était une famille, mais ils nous mettaient donc mon mari et moi, et mes deux enfants, ou un de nos enfants avec tu chacun. On pouvait sérieuse? pas être à quatre. Complètement. C'était que des choses comme ça. Et donc je ne te parle même pas de se retrouver à plusieurs. Là, ça va beaucoup mieux. Sincèrement, depuis avril 2022, ça va mieux. Donc là, voilà, en fait, on a un an de retard, en fait, si tu veux, sur le début de notre expérience à Singapour. Mais ça va, on y arrive. Et heureusement, là, pour le coup, qu'on avait un petit peu d'expérience sur ce style de vie où tu changes et tu dois te réinventer à chaque fois. Mais ça a été difficile. Sincèrement, je pense que c'est la plus difficile. Et est-ce que tu sais ça va être quoi la prochaine? Non, aucune idée et je veux pas savoir. Et quand les gens disent ouais, Trop vous bien. aimeriez quoi? Sincèrement, j'ai pas de où est-ce que j'aimerais aller. J'ai même pas de où est-ce que j'aimerais pas aller. Peut-être la Russie, mais plus parce qu'en fait, si tu veux, il fait froid. Non, mais il fait froid et j'imagine. Mais encore, j'ai rencontré des gens qui ont vécu et qui ont adoré. Donc, non, sincèrement, on se ferme aucune porte. Trop bien. Mais moi, tu sais que maintenant ma ma nouvelle phrase, c'est: «Mon plan, c'est de ne pas avoir de plan». C'est exactement, c'est ça. Et je pense que c'est super parce que en fait, avec cet esprit-là, tu vis vraiment les choses à fond et Mmh. tu t'as pas d'attente. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera bien. Carrément. C'est carrément ça. Pas de C'est ça. déception, rien du tout. Exactement.
J'adore. Bah, écoute, pour conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée? En citation, j'en ai plein, mais je pense que pour notre podcast, je citerai donc Khalil Gibran, qui est un auteur libanais, et qui dit que nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. J'adore. Merci beaucoup d'avoir Merci de m'avoir participé, invité. Ouais, merci d'avoir pris une pause pendant ton road trip. Profitez bien des Philippines, du coup. Et puis, je te dis à très vite. À très vite. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille Expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Ciao ciao!